Madame la Présidente. Donc, la tâche qui m'a été confiée est de parler de la préparation et du suivi post-TAVI, en particulier du rôle du cardiologue. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Comme vous le savez, le TAVI s'est imposé comme un traitement majeur de rétrécissement aortique serré, avec une extension récente des indications, comme nous l'avons vu dans les recommandations de l'ESC sorties la semaine dernière. C'est une procédure qui est arrivée à maturité du fait des progrès à la fois dans les dispositifs, du fait des progrès dans l'expertise des opérateurs et surtout des progrès dans la sélection des patients. Et c'est là qu'on va voir le rôle du cardiologue. Alors, ce rôle est important à la fois dans l'indication, dans le bilan pré-TAVI, mais aussi dans le suivi post-procédural. Et il y a aussi donc toute une discussion et toute une littérature qui concerne la stratégie antithrombotique optimale qu'on va voir par la suite. Alors, cette sélection sera à la fois clinique. Il faudra donc rechercher les comorbidités, les facteurs de fragilité, surtout les foyers infectieux, pour prévenir l'endocardite infectieuse, on va le voir. Il faudra rechercher des anomalies associées qui vont rentrer dans la décision chirurgicale. Et il faudra surtout faire un screening anatomique dans lequel l'échocardiographie a certains rôles, mais où vraiment la place centrale est donnée au scanner. Et ce sera quelque chose dans lequel de plus en plus les cardiologues devront être impliqués. Et actuellement, ce sont les cathétériseurs qui revoient en salle de cathé les images et qui réinterprètent afin de placer la valve. Donc ce scanner va nous donner une idée de la morphologie valvaire, mais il va surtout nous préciser de manière précise la taille de l'anneau et la barre vasculaire pour sélectionner les bons candidats au TAVI et aussi les mauvais candidats à la chirurgie. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, ça nous a bien été détaillé par le professeur Alamine. Actuellement, dans la recommandation européenne, le TAVI est indiqué chez les patients soit âgés, soit ceux qui sont à haut risque chirurgical ou qui ne sont pas opérables. Donc, comment sélectionner et guider l'implantation percutanée? Sur le plan imagerie, l'échocardiographie va confirmer le diagnostic, faire le bilan des lésions associées. Et le scanner reste l'examen de référence. Il est gaieté pour le scanner cardiaque et non gaieté pour l'aortique et le vasculaire. Et ici, vous avez un papier de consensus qui a déterminé donc, récemment ce que devrait comporter un scanner pré-TAVI. Alors, il permet de faire des mesures précises, d'analyser les voies d'abord, la taille de l'anneau, comme on l'a dit, de prédire les complications et de donner une vue scopique pour le déploiement de la prothèse et parfois intervient aussi dans le suivi des patients. Dans 30% des cas, le coroscanner permet aussi de donner une anatomie coronaire et permet donc de se passer de la coronarographie. Quand ce n'est pas le cas, donc on se rend compte que l'association coronaropathie et donc rétrécissement aortique est fréquente. Donc dans les candidats au TAVI, c'est jusqu'à 60% des cas quand on parle de sténose au-delà de 50%. Mais l'impact d'une revascularisation systématique est controversé, d'autant plus que les événements sont rares, les ST+ sont à 1% post-TAVI, et que de toute façon, c'est souvent l'évolution naturelle de patients qui sont âgés, qui ont beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a des études récentes qui ont montré que lorsqu'on excluait les lésions du tronc commun, qu'on prenait des sténoses au-delà de 70%, et bien à 1 an de follow-up, il n'y a pas de différence entre le traitement médical et la revascularisation, mais il y a plus d'hémorragie si on a fait une angioplastie. Donc au final, lorsqu'on a des lésions coronaires associées à un patient qui est candidat à un TAVI, il faudra individualiser le traitement, revasculariser lorsque la lésion est proximale, très serrée, revascularisant un large territoire chez un patient, par exemple, symptomatique avec un bon aval et un faible risque hémorragique. Si on en revient au scanner, donc la première chose qu'on va analyser, ce sont les calcifications. Alors, j'ai un petit peu de mal. Voilà. Donc, au-delà du score calcique valvaire, qui est dérivé du score calcique coronaire et qui va orienter vers une sténose serrée lorsque parfois on a des doutes dans l'organigramme de quantification de la sténose aortique, il faudra rechercher au scanner ce qu'on appelle les calcifications dangereuses qui sont prédictives de complications, à savoir les calcifications mitrales qui peuvent donc prédire une rupture lorsqu'elles sont très importantes. Il faudra pour la valve aortique préciser si les calcifications sont périphériques ou intéressent le bord libre. Les calcifications septales sont prédictives de troubles de conduction en post-TAVI. Et enfin, les calcifications de l'anneau et de la chambre de chasse sont à rechercher parce que également peuvent être prédictives de risque de rupture. Ce qui est le plus important pour le scanner, c'est de déterminer l'anneau aortique, son diamètre, sa surface et son périmètre, car ces mesures qui doivent être précises vont conditionner le choix de la taille de la prothèse.
Et les progrès qu'on a constatés dans les résultats du TAVI sont liés en partie à cette précision diagnostique et dans le screening qu'a permis le scanner cardiaque. Ces mesures sont reproductibles. Il faudra également mesurer le diamètre de la chambre de chasse, car lorsqu'on a une chambre de chasse trop étroite ou trop large, on pourra choisir entre deux tailles de prothèses différentes lorsque le choix est un petit peu limite entre deux sizings. Et enfin, il faudra parler aussi de la morphologie valvaire, voir si les valves sont bicuspides ou tricuspides. Le scanner va également donner des mesures comme les diamètres de la aorte ascendante. Donc ça, c'est des mesures plus faciles, plus courantes. Il faudra aussi rechercher des choses qui peuvent être délétères ou en tout cas qui peuvent influencer donc, la procédure. Et on sait que, par exemple, la hauteur entre l'anneau et l'ostium des coronaires doit être mesurée avec précision et que lorsqu'elle est inférieure à 9 mm, ça contre-indique le TAVI parce qu'il y a un risque d'obstruction coronaire. De même, lorsque la profondeur des sinus n'est pas suffisante, inférieure à 30 mm. Lorsqu'on a une longueur du septum membraneux qui est inférieure à 8 mm, eh bien, ça peut être prédictif de survenue de troubles du rythme importants en post-procédure. Et enfin, le scanner pourra déterminer une ou deux incidences optimales lorsqu'on aligne les trois cuspes, le nadir des trois cuspes, et orienté donc vers la vision scopique qui sera adoptée en salle de cathétérisme. On terminera par l'analyse de la voie d'abord vasculaire et on sait que la voie fémorale donc, est à rechercher en première intention lorsqu'on va faire un TAVI. Et donc l'analyse vasculaire des membres inférieurs va permettre de voir les calcifications, les tortuosités qui vont prédire de la difficulté de la procédure et du passage du guide, voir s'il y a des sténoses, la hauteur de bifurcation fémorale et surtout le diamètre en petit axe de l'axe fémoral. Et il faut le cut-off qu'on s'impose pour déterminer si on pourra passer ou pas, c'est un diamètre au-delà de 5,5 mm pour l'artère fémorale commune. Donc au terme du bilan scanographique, il faudra faire un rapport structuré, il y a une trentaine de mesures à donner, et il faudra qu'on soit un petit peu reproductible. C'est le papier de consensus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, une patiente du service de plus de 80 ans qui avait donc dans le bilan coronaire une lésion assez serrée de la coronaire droite qu'on a négligée. On en a parlé tout à l'heure. Et ici, le déploiement de la prothèse avec donc un suivi post-op immédiat qui était satisfaisant. Quelles sont donc les complications? Quel est le suivi? Quel est le rôle du cardiologue dans le suivi du post-TAVI? Alors, à quoi faut-il s'attendre? Il faudra craindre les thromboses de valves. OK. C'est mieux comme ça? Il faudra craindre les thromboses de valves, les dégénérescences. En post-TAVI immédiat, les troubles conductifs qui peuvent néanmoins persister à vie. Et aussi l'endocardite infectieuse, bien que rare, mais de très mauvais pronostic, la survenue de syndrome coronaire, rare, on en a parlé tout à l'heure, et il faudra tout le long réévaluer en permanence la nécessité du traitement anticoagulant. Donc les troubles conductifs sont la complication la plus fréquente du TAVI et une étude a bien montré qu'on peut avoir une résolution chez des patients qui sont PIC à 1 an. Ce qu'il faut surtout connaître, c'est les facteurs de surrisque de BAV, donc en pré-procédural, à savoir l'existence d'un bloc de branche droit, qui intéresse quand même 15% des patients, les facteurs anatomiques qu'on a vus au scanner, les calcifications importantes, les chambres de chasse étroites, les facteurs procéduraux, une prothèse auto-extensible, une implantation basse ou une surdilatation. Et enfin, donc, il y a des recommandations récentes parues la semaine dernière à l'ESC qui indiquent donc un pacing du moment qu'on a un bloc de haut degré à partir du premier jour post-procédural ou alors qu'on a un bloc de branche alternant. La thrombose de prothèse est une entité relativement récente. Avant, comme vous le savez, on proposait de faire une échocardiographie au-delà de 5 ans après une bioprothèse. Ce n'est plus le cas actuellement. Là, on est à 6 mois, 1 an, puis tous les ans. Ceci parce qu'il y a eu une entité nouvelle, c'est les thromboses de valves. Ce n'est pas tant les thromboses cliniques qui sont rares, mais ce sont les thromboses infracliniques qu'on diagnostique donc au scanner. Et ceci vient aussi du fait qu'on a commencé à faire des scanners systématiques en post-TAVI, jusqu'à 13% dans certains registres. On sait que c'est des thromboses parce qu'elles sont moins fréquentes si le patient est sous anticoagulant, qu'elles régressent avec les anticoagulants, mais leur signification et impact clinique est controversé. Un registre aurait montré un risque augmenté d'AIT avec toute la subjectivité que l'on connaît à cette entité.
Le risque infectieux donc en post-TAVI est similaire à celui du remplacement valvulaire aortique et surtout, c'est un diagnostic difficile car il n'y a pas de spécificité clinique, difficile aussi à établir en échocardiographie. Et là, on a une évaluation multimodale qui s'impose avec la place du PET scanner qui est grandissante. Il y a aussi une particularité microbiologique avec prédominance des entérocoques. Et enfin, le pronostic, comme vous le savez, est très sombre. Ceci implique principalement en pré-TAVI de rechercher les foyers bucco-dentaires, donc rechercher les foyers infectieux. Et puis, il y a une petite recommandation pour l'antibioprophylaxie visant les entérocoques. Alors, l'augmentation du gradient valvaire, vous le savez, ça peut se faire en post-procédure immédiat. Et donc, ça évoque un mismatch. Mais ça peut aussi survenir tardivement et dans ce cas, il faudra penser à une thrombose de valve, à une endocardite infectieuse et à une détérioration de valve. Vous savez que normalement, le gradient moyen doit être inférieur à 10 et on parle de détérioration sévère, dégénérescence sévère, lorsque le gradient est au-delà de 40. Donc ce sont des taux et une prévalence qui est identique à celle du rétrécissement valvulaire aortique à 5 et à 8 ans. Donc la surveillance en échocardiographie est capitale et comme je vous le disais, on fait une échocardiographie à 1 mois, la cartographie qu'on a l'habitude de faire pour les prothèses mécaniques, et on s'est recommandé de le faire ensuite à 1 an, puis en fonction des symptômes et tous les ans, mais il est assez recommandé de le faire à 6 mois parce que c'est au moment où la prévalence est maximale de thrombose infraclinique. Le scanner ne sera indiqué que lorsqu'on a un gradient qui augmente ou une fuite centrale, il permettra de faire la différence entre une thrombose et une dégénérescence. Alors la grosse question du traitement antithrombotique après TAVI, pourquoi se poser la question? Parce que malgré toutes les avancées donc dans cette procédure, dans ce suivi, on a un taux d'AVC qui reste stable, donc un taux d'ischémie stable, avec à la fois donc, les complications thrombotiques que sont les infarctus du myocarde, la thrombose de prothèse et surtout l'AVC. Et pour ce choix de traitement antithrombotique, il faudra toujours prendre en considération le risque de saignement, qu'il soit périprocédural ou au long cours. Donc à partir d'ici, on a un plan qui est un petit peu classique. Lorsqu'on se demande quel traitement anticoagulant donc, proposer, il faudra se demander s'il y a d'abord une indication aux anticoagulants. Et lorsqu'il n'y en a pas, c'est à peu près 70% des cas, parce qu'on va dire qu'il y a à peu près 30% de FA associés au TAVI. On se demande donc s'il n'y a pas d'indication, s'il faut donner une mono-antiagrégation plaquettaire ou une double antiagrégation plaquettaire. Pour cela, des études récentes nous ont apporté donc, des éléments de réponse, comme l'étude Popular TAVI publiée à l'ESC en 2020, qui a montré que lorsqu'on comparait DAPT et SAPT, eh bien, les événements thromboemboliques étaient similaires alors qu'il y avait plus d'hémorragie sous DAPT. Ensuite, lorsque toujours on n'a pas d'indication d'anticoagulation et du fait de ces thromboses infracliniques, eh bien, certaines études se sont intéressées, en particulier les études concernant les AOD, à savoir si on pouvait donner un anticoagulant en post-procédure ou une double antiagrégation plaquettaire. Et dans l'étude Galileo, l'anticoagulant était associé à un traitement antiagrégant plaquettaire. Et cette étude, comme vous le savez, qui a fait couler beaucoup d'encre, a été arrêtée prématurément du fait de la hausse incidence d'événements cardiovasculaires et de mortalité de toute cause. Dans le même sens, l'étude Atlantis, qui a été présentée à l'SCC cette année, s'était intéressée cette fois-ci à un anticoagulant, à savoir l'apixaban, sans ajout d'antiagrégant plaquettaire, toujours dans le but de prouver une supériorité par rapport à la simple antiagrégation plaquettaire. Eh bien non, l'apixaban ne fait pas mieux que le traitement standard, même si on a une moindre thrombose infraclinique, mais on le sait, il y a un surrisque de décès non cardiovasculaire sous apixaban. Donc étude négative. Et du coup, si on veut se résumer, lorsqu'il n'y a pas d'indication aux anticoagulants, eh bien, la SAPT est supérieure à la DAPT, et la DAPT, voire la SAPT, est supérieure aux anticoagulants. Et c'est ainsi que les recommandations parues la semaine dernière ont complètement viré de bord et recommandent l'aspirine à vie en classe 1 lorsqu'il n'y a pas d'indication aux anticoagulants après un TAVI. Maintenant, lorsqu'il y a une indication d'anticoagulant, donc 30% des patients environ, est-ce qu'il faut ajouter un traitement antiagrégant plaquettaire? Donc l'autre bras de Popular TAVI nous répond que non, puisque l'ajout de clopidogrel a augmenté les événements hémorragiques sans bénéfice sur les événements thromboemboliques. Donc pas d'ajout d'antiagrégant plaquettaire, sauf en cas d'angioplastie. Alors maintenant qu'on a une indication, faut-il donner des AVK ou des AOD? Alors des études très attendues qui sont parues à la CC et à l'ESC donc la semaine dernière, l'étude Atlantis, qui a porté sur l'apixaban et qui n'a pas montré de supériorité en termes de bénéfices cliniques, décès et événements thromboemboliques.
Et surtout, l'étude Envisage-ta-vie qui avait porté beaucoup d'espoir sur l'édoxaban, eh bien non, à dose pleine, 60 mg. L'endoxaban n'était pas inférieur aux AVK sur le critère principal, certes, mais il y avait plus de saignements majeurs, en particulier gastro-intestinaux. Il paraîtrait qu'en donnant une demi-dose, 30 mg, ils sont en train de rechercher donc, une sorte de bénéfice et on va attendre les études secondaires qui ne sont pas encore parues. Donc lorsqu'il y a une indication aux anticoagulants, les recommandations disent qu'il faut donner des AVK ou des AOD seuls, ça on le sait, sans ajout d'antiagrégats plaquettaires, mais ne précisent pas si c'est des AOD ou des AVK. Et lorsqu'on lit le texte avec précision, on a l'impression qu'on est quand même orienté vers le fait de donner des AVK. Les Américains, quant à eux, tranchent en disant qu'en fait, dans les 3 premiers mois, c'est les AVK, et au bout de 3 mois, on a le choix entre les AVK et les AOD, sachant que dans la pratique courante, la tendance est que le médecin garde l'anticoagulant que la personne avait avant. En général, lorsque la personne était sous AOD, elle sort en post-AVI avec des AOD. Donc en conclusion, la prise en charge des patients relevant d'un TAVI s'impose dans un contexte de ARTIM. Le cardiologue a un rôle crucial dans la sélection, le bilan et le suivi des patients, comme on vient de le voir. Il est certes nécessaire d'avoir un langage commun entre radiologues, cardiologues qui doivent s'impliquer dans ces mesures et cathétériseurs. Les résultats sont tributaires d'une bonne sélection des patients, d'une bonne planification et d'une anticipation des complications. Et pour cela, le scanner est un examen de choix puisqu'il permet d'avoir un screening anatomique précis, en particulier pour la mesure de l'anneau et le choix de la voie d'abord. Le suivi est important pour détecter les dysfonctions de prothèse, prendre en charge les lésions associées et pour la gestion antithrombotique, qui a été éclaircie dans les nouvelles recommandations. Et pour rappel, mono-antiagrégation plaquettaire, aspirine, c'est absence d'indication d'anticoagulation. Anticoagulant seul s'il y a une indication, avec une place des AOD qui est à préciser. Je vous remercie.